bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, si nombreux, pour parler effectivement non pas du cloud privé ou du cloud public, mais effectivement du cloud hybride. Premier point, depuis votre smartphone, évidemment, vous pouvez donner votre avis. C'est important pour nous, et puis c'est important pour vous parce que l'année prochaine, on essaiera de s'améliorer. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment cloud privé, cloud public. Pour ma part, je me présente, donc Julien Le Sécher, je suis en charge du business Windows Azure chez Microsoft France. Et je suis accompagné, j'ai la chance d'être accompagné par Stéphane, donc, qui est architecte Windows Azure et qui s'occupe notamment des plus gros applications qui pourraient tourner sur la plateforme Azure et qui travaillent sur les schémas d'architecture et autres. Bonjour à tous. Donc on va tout d'abord commencer par quelque chose qui paraît assez évident, mais qui paraît bon de rappeler tout le temps. Il existe 3 types de services cloud. C'est pas Julien Le Sécher qui le dit, c'est pas Microsoft qui le dit, ni VMware, ni Orange, ni d'autres. C'est tout simplement le National Standard on Information Technology aux États-Unis qui a défini une taxonomie, qui définit régulièrement des taxonomies autour des mots de l'informatique, que ce soit la partie cloud privé, cloud public, cloud hybride, mais également le SaaS, le IaaS et le PaaS, qui sont en fait, qui s'avèrent être les 3 modèles de services cloud. On a tous l'habitude évidemment d'avoir du business à demeure, évidemment de l'informatique à demeure, et là on doit tout gérer, de l'énergie, mètres carrés, les serveurs, jusqu'à l'application. De l'autre côté, on a l'extrême opposé avec le software as a service, où là tout est automatisé et on consomme juste le service. On sort sa carte bleue, très bien, et puis on va pouvoir consommer un service extrêmement rapidement. Et là, on oublie complètement les contraintes évidemment d'énergie, de réseau, de stockage. Quelqu'un qui crée une adresse outlook.com ou Gmail, il n'installe pas un serveur de messagerie. Donc ça, c'est vraiment la prise de conscience du cloud, c'est non seulement une notion d'externalisation, mais surtout d'automatisation à l'extrême. Et enfin, les 2 autres modèles qui sont un petit peu moins connus, l'infrastructure as a service, où là, en fait, on va avoir une notion d'automatisation sur un certain nombre de pans, qui vont évidemment la partie énergie, mètres carrés, réseau, stockage, serveur et la couche de virtualisation. Par contre, vous, en tant que client, en tant que partenaire, vous allez être responsable de l'OS jusqu'à la partie applicative. Donc vous allez gérer les patchs, les déploiements et ainsi de suite. La partie plateforme as a service, elle, qui est arrivée un petit peu plus tard que l'infrastructure as a service, remonte la responsabilité du provider et remonte le niveau d'automatisation. Puisque là, vous n'avez plus à gérer l'OS, vous n'avez plus à gérer le runtime, ni le middleware. Tout ça va être géré pour vous, et non pas d'un point de vue outsourcing, infogérance par des humains, mais bel et bien par du logiciel. Et c'est ça le point clé, c'est l'automatisation. Parce que derrière, vous pourriez vous dire, bah, moi j'ai déjà ça puisque je fais appel à un infogérant, et puis je ne vois pas les contraintes de réseau, de stockage, de serveur, de virtualisation, et ainsi de suite. Mais le point clé, en fait, c'est que l'intégralité de ces couches va être gérée d'un point de vue logiciel pour assurer la bonne élasticité et surtout le coût le plus faible. Ensuite, toujours si on se réfère, on va dire, à la taxonomie du cloud, donc il y a 3 types de services cloud, mais également 3 types de déploiement. Le cloud privé, on adore ce mot, hein. Le cloud privé, on en parle beaucoup. En gros, c'est de la modernisation de data center. Donc on avait des serveurs, on les a consolidés, on les a virtualisés, puis après on rajoute des couches d'automatisation, de portail self-service et ainsi de suite. Et puis on se constitue peu ou prou ce qui ressemble à un cloud privé. Et puis il y a le cloud public. Et là évidemment il y a des très très gros acteurs, tels que par exemple Google, Amazon, Microsoft, et puis plein d'autres, qui ont effectivement mutualisé au maximum le nombre de ressources et qui vont en fait partager ces ressources pour plusieurs types de clients. Et enfin, le cloud hybride, qui lui vient, on va dire, permettre de consommer à la fois des ressources qui sont dans le cloud privé, des ressources qui sont dans le cloud public, de manière à avoir, on pourrait dire, le meilleur des 2 mondes. C'est pas aussi simple, mais en tout cas, le meilleur des 2 mondes. La session d'aujourd'hui, c'est surtout de dire qu'il n'y a pas de notion antinomique entre le cloud public et le cloud privé. Souvent, lorsqu'on est en discussion avec des clients, avec des analystes, parfois, on a tendance à toujours opposer. Et c'est ou. La notion, c'est plutôt et. Parce que vous qui êtes dans la salle, moi, je ne sais pas qui utilise des services de software as a service dans la salle. Donc déjà, vous êtes dans une logique effectivement d'intégration de services qui ne sont pas chez vous dans votre système d'information. Et pour gérer au niveau de l'identité, pour gérer au niveau de la sécurité, pour gérer au niveau du réseau, vous êtes déjà dans une logique plus ou moins de cloud hybride. À côté de ça, même si vous faites du SaaS, beaucoup de clients, en tout cas c'est les remontées qu'on a, se posent des questions sur OK, mais quel va être réellement l'intérêt du cloud public, notamment dans les logiques d'infrastructure as a service et de plateforme as a service.
Il y a trois grands drivers. Trois grands drivers. C'est les trois seuls avantages qu'il peut y avoir sur le cloud public. Premièrement, c'est l'agilité. L'agilité dans le sens où effectivement, en quelques clics, quand je dis quelques clics, c'est de l'ordre de 7-8 clics, puis après vous pouvez le scripter et ainsi de suite, mais en quelques minutes, vous avez une machine virtuelle. En quelques minutes, vous avez 10 machines virtuelles. En quelques minutes, vous en avez 1000, 10 000. Évidemment, dans le monde réel, on-premise, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à réaliser. Si demain, vous allez voir votre responsable de production, ou si demain, vous avez une demande de la part de l'interne des métiers pour dire bah, j'ai besoin de 10 000 machines parce que j'ai envie d'un cluster Hadoop ou autre, en général, on va dire on va attendre quelques heures déjà pour réfléchir à ta demande et puis ensuite, on va essayer de planifier tout ça. Mais cette agilité, elle est réellement au cœur du cloud public. Le deuxième point, c'est le focus. Lorsqu'on voit les préoccupations ou même les business partners IT des dirigeants, donc je parle vraiment le directeur général, en général, il retient SAP, à peu près, Salesforce, parce que c'est ce qu'il voit. Parce qu'en fait, ça le concerne directement dans sa productivité de business, sur la partie, évidemment, de gestion des affaires de son entreprise. L'infrastructure de service, le plateforme de service, surtout en mode cloud public, encore une fois, vous apporte du focus. Vous n'avez pas à gérer les couches basses. Vous n'avez pas à vous occuper de cette partie réseau, ou du moins beaucoup moins. Vous n'avez pas à gérer la partie mètre carré, à sécuriser même le bâtiment qui va héberger vos serveurs. La partie, évidemment, matérielle, la maintenance de ce matériel, l'obsolescence de ce matériel, le remplacement de ce matériel. Et ça, c'est pas ça qui va différencier un Renault d'un Mercedes. C'est pas la capacité à changer des serveurs. Ça va faire des meilleures voitures, plus écologique et avec en général un bon marketing aussi, ça joue. Et le focus est extrêmement important. Et enfin, le dernier point, c'est l'économie. Et quand on parle d'économie, c'est tout simplement que lorsqu'on parle de méga data centers, tels que ceux de Microsoft, ceux de Google ou d'autres, on parle de data centers qui font, enfin, en tout cas pour nous le plus grand, il doit faire à peu près 17 terrains de foot en termes de taille, pour vous donner un ordre d'idée, 100 000 serveurs physiques. En termes d'investissement, c'est 500 millions de dollars. Là, on a annoncé un nouveau à Boyton, c'est un investissement d'1 milliard de dollars. Donc forcément, lorsqu'on va avoir un de nos trois fournisseurs, qui sont Dell, Fujitsu et HP, pour des serveurs, on a une ristourne qui est en général un petit peu plus importante que quand on va commander effectivement 100, 200, 1000, même 10 000 serveurs. Lorsqu'on va voir l'État irlandais pour parler d'énergie, là aussi on peut avoir une marge, on va dire, de négociation un petit peu plus importante que n'importe quel autre acteur. Et cette économie, elle est directement rétribuée vers vous, dans le sens où on vous fait payer à l'usage. Et c'est un des principes du cloud public, c'est le paiement à l'usage. Vous payez au giga de stockage utilisé par mois, vous payez à l'heure d'exécution du serveur. Dans le monde réel, vous achetez un serveur, le temps qu'il vous soit livré, le temps que vous l'installiez, le temps que vous puissiez le mettre à disposition des ressources internes, c'est de la perte. La nuit, si ce serveur n'est pas utilisé, il est toujours chez vous. Vous continuez à l'amortir, vous payez le mètre carré, vous payez l'électricité, vous payez le bâtiment, vous payez évidemment l'obsolescence de ce matériel-là. L'économie est vraiment au cœur de la partie cloud public. Une fois qu'on a dit ça, on se dit mais c'est super, il faut qu'on aille vers le cloud public, si j'ai bien fait mon pitch. Mais derrière, évidemment, il se pose un certain nombre de contraintes. Et c'est pour ça que forcément, vous vous interrogez sur le fait de se dire est-ce que je dois vraiment aller vers le cloud public? On pourrait dire qu'il y a deux types de contraintes. Des contraintes qui vont être business, et là c'est le business qui va vous dire bon, vous êtes super avec votre histoire de cloud public, mais j'ai des contraintes réglementaires qui font que mes données doivent être en France. C'est un super parapluie, il y en a très très peu. Hein. Il y a le dossier médical patient, en gros, puis il y a quelques industries de la défense, mais globalement il y en a très très peu qui vraiment, par la loi, définissent le lieu de localisation des données, du moins au sein de l'Europe, enfin en France et en Europe. Deuxième niveau, ça va être le niveau de disponibilité. On a rencontré parfois dans la finance, on nous dit nous on veut du 5.9 en termes de disponibilité. C'est vrai que dans le cloud public, ça va être très très difficile à obtenir, puisque dans le cloud public, on va être sur des plateformes standardisées. On va offrir du 99.95, du 99.9, mais globalement, ça va être pareil pour tout le monde. Notre objectif, c'est de faire une plateforme standard, le moins cher possible, avec le meilleur taux de disponibilité et la meilleure performance. Donc forcément, ça va être très très difficile de pouvoir s'ajuster à des demandes, on va dire, non pas atypiques, mais qui restent de niche. Donc là, le niveau de disponibilité peut être également un frein. Puis la performance, évidemment, encore une fois, on est sur une logique de cloud public, de standardisation. Vous n'allez pas pouvoir aller ajuster au maximum les serveurs. On va être sur une logique plutôt non pas de scale-up, mais de scale-out. Sur la partie enfin technique, et là aussi on peut avoir des freins. Les compétences. Est-ce que les gens de mes équipes peuvent se tourner, s'adapter à ces logiques de cloud public? Est-ce que
les logiciels que je vais déployer dans le cloud public seront supportés par l'éditeur. Est-ce que ce mode de déploiement sera supporté par l'éditeur, cet ERP, ce CRM et ainsi de suite? Et enfin, est-ce que déjà c'est pertinent de le faire tourner dans le cloud? Tout simplement, des fois, il y a juste des workloads qui n'ont pas de pertinence à tourner dans le cloud public, pour plein de raisons. Parce que par exemple, il y a un upload de données qui est beaucoup trop important. Je pense à parfois des mécanismes de rendering 3D ou autres. Si on doit injecter 10 Tera de stockage, enfin de données tous les jours dans le cloud public, ça ne va pas marcher. Il y a des scénarios qui ne sont pas pertinents. Et en tout cas, c'est des limitations techniques. Donc en fait, vous avez à balancer, et c'est vraiment un rôle qui est très très dur, vous avez à balancer ces fantastiques avantages du cloud public, agilité, réduction des coûts et focus sur le business, avec des contraintes qui sont propres en fait à vous. Des contraintes business, des contraintes techniques. Et c'est pour ça que nous, en tout cas chez Microsoft, on croit fermement au cloud hybride. On n'envisage pas, ou à part sur certains cas évidemment extrêmes, qu'une entreprise va tout basculer en mode cloud public ou rester uniquement en cloud privé. Et l'objectif de cette session, c'est vraiment de vous démontrer quelques scénarios autour de cette partie de cloud privé. Lorsqu'on regarde certains analystes, enfin Gartner, IDC, en gros ils nous disent mais quel workload est idéalement pour du cloud hybride ou cloud public? Évidemment vous allez retrouver un grand nombre d'applications dits standards du marché, que ce soit sur la partie RH, sur la partie sales, sur la partie gestion des stocks, etc., etc. Et là on va plutôt faire appel à des applications dites sur étagère, enfin maintenant sur le nuage, qui vont proposer on va dire ces différentes briques. Pour les applications custom, là aussi, en fonction de vos contraintes business, en fonction de vos contraintes techniques, on peut aller notamment vers des logiques plateforme as a service. Et ensuite, on va retrouver le dev test, l'infrastructure. Mais au final, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et ça, enfin en tout cas, je ne me permettrai surtout pas, en tant que prestataire, ne connaissant pas votre business, vous dire tel workload doit aller là, tel workload doit aller là. Ça, c'est un travail que vous devez faire vous en interne, peut-être avec des sociétés de conseil, avec des SS2I, pour pouvoir bien mesurer encore une fois vos hard stops sur la partie technique, vos hard stops sur la partie business. Mais on a quand même trouvé quelques scénarios qui peuvent correspondre à la très très grande majorité des entreprises. Le premier scénario, c'est le dev test. Vous avez tous des environnements de dev test. Tous. Grande partie d'entre vous. Sur la partie également storage, backup, data recovery, plan de PR, et ainsi de suite. Là aussi, c'est extrêmement cher, mais en fait, on paye de l'assurance. Et on le paye souvent au prix fort, et là, le cloud public peut venir vous aider. Puis on s'est permis un dernier scénario qu'on voit émerger de plus en plus, c'est le high performance computing / big data, même si effectivement on n'est pas exactement dans les mêmes logiques, mais en tout cas c'est toute cette logique de débordement et de besoin de puissance qu'on va étudier. Vous êtes OK avec ces scénarios? N'hésitez pas à dire oui ou non. Je vais prendre ça pour un oui massif alors. Merci. Tout le monde a dit oui. Donc, pour ça, il faut quand même un cloud public, parce qu'on vous a parlé vous avez votre cloud privé, mais ce qui est important aussi, c'est la logique de cloud public. Choisissez un prestataire en lequel vous avez confiance. Ça paraît bête, mais c'est super important. Ça, c'est la plateforme Windows Azure. Qui connaît Windows Azure? Merci. Donc en fait, en gros, Windows Azure, il y a 3 socles de base. Ça, c'est du compute, donc c'est de l'exécution de machines. On a des virtual machines, des machines virtuelles comme vous les connaissez. En 2 minutes, vous avez une machine virtuelle Windows ou Linux. On fait du Linux, on fait du SUSE, on fait de l'Ubuntu, on fait du CentOS, et puis on a même avec VM Depot la possibilité de faire du Debian et autres. Ensuite, on a le plateforme de service. Là, il faut se mettre dans le modèle de programmation du plateforme de service. C'est forcément du Windows. Par contre, ça peut être n'importe quel langage de développement. Du Node.js, du Ruby, du Python, du PHP, du Java, et évidemment quand même du .NET. Encore une fois, là, la logique et la force du plateforme de service, vous avez pu à gérer, enfin vous avez la partie OS et vous avez une notion de scalabilité qui est beaucoup plus importante. Enfin, Websites, qui est essentiellement tourné vers l'externe, c'est une sorte de plateforme de service mais en mode web. Là, vous allez pouvoir créer un site web en quelques clics sans avoir à gérer la base de données, sans avoir à gérer la partie OS. Et à côté de ça, on a une multitude de services. Là, j'en ai mis que 6, 7, mais on en a plus d'une dizaine qui vont vous aider, qui vont être une véritable boîte à outils, on va dire, de l'informatique, et qui vont vous permettre d'avoir de l'ESB as a service, du SQL as a service, du big data as a service, du stockage as a service, du media as a service pour la partie encoding, etc. Et chacune de ces briques peut être utilisée indépendamment les unes des autres. Donc très rapidement, nous on voit beaucoup d'entreprises qui rentrent dans une logique de cloud hybride parce qu'ils utilisent juste cette brique de SB as a service, ou juste cette brique de media, encore une fois, encoding as a service. Nos points clés sur Azure,
C'est simple. C'est simple. Les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles. Et encore une fois, notre force, c'est que, on peut le dire sans, j'espère, manque d'humilité, on vous connaît. On travaille avec vous, vous travaillez avec nous depuis de nombreuses années. Sur Windows Server, sur SQL Server, sur Visual Studio, sur .NET et ainsi de suite. Donc la barrière à l'entrée est extrêmement simple. Le deuxième point, c'est l'ouverture. Et ça, c'est un changement de paradigme énorme pour Microsoft et qui est lié totalement à cette logique de cloud public. Windows Azure est fait pour tous les développeurs, tous les informaticiens, quel que soit leur langage, quel que soit leur OS. Hier, on avait la chance d'avoir leguide.com, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le numéro 1 des comparateurs de prix sur Internet en Europe. Ils ont 30 millions de visiteurs uniques. Ils stockent 400 millions d'images dans Azure. Pourtant, l'infrastructure est bien chez eux. Ils stockent 400 millions d'images dans Azure. D'ici juin, ce sera 1 milliard d'images dans Azure. Et derrière, c'est du Node.js. On avait également la chance d'avoir Concours-Mania, une société qui vient de rentrer en bourse, qui est rentrée en bourse il y a quelques mois, qui connaît une croissance phénoménale dans la gamification. Et en gros, c'est de faire du jeu, rendre ludique, on va dire, des choses qui normalement ne sont pas forcément ludiques. Ils sont partis sur Azure et ils font du Ubuntu et du Ruby. Je veux dire, donc c'est un changement fondamental chez Microsoft, et c'est important en tant que acteur de confiance sur la partie cloud public. Enfin, derrière le nuage, bien évidemment, c'est les data centers. Et lorsqu'on parle de data center, on a 8 data centers dans le monde. Ça aussi, c'est un point qu'il faut regarder pour vous. C'est l'ouverture de votre fournisseur de cloud public. C'est évidemment la présence au niveau mondial. On a 8 data centers, 4 aux US, 2 en Europe, 2 en Asie, 24 points de sortie CDN. Et puis, ce qui est important, c'est les normes. On a parlé des normes tout à l'heure. Décortiquez ça lorsque vous faites appel à un prestataire de cloud public. Décortiquez-le. Comme ça, vous pourrez vraiment ajuster vos contraintes business avec, évidemment, les prestataires. Sur Azure, on est ISO 27001, EU Safe Harbor, EU Model Clause, FISMA. Peut-être une précision par rapport au data center. Julien vient de dire qu'on avait 8 data centers. C'est du cloud, certes, mais vous voyez quand même les data centers en tant qu'utilisateur d'Azure. C'est vous qui choisissez votre data center. Donc si par exemple vous avez des utilisateurs qui sont en Europe ou besoin de maintenir vos données en Europe, vous avez la visibilité des data centers, vous choisissez les data centers européens, vos données restent en Europe et vos applications sont en Europe. C'est marqué dans le contrat. Ouais. C'est un point important. Ensuite, la disponibilité. Là, pour chaque type de service, vous avez un niveau de disponibilité différent, qui va jusqu'à 99,95 pour l'exécution des machines, 99,9 pour la partie storage, 99,9 pour la partie SQL Database, et ainsi de suite. Chaque donnée est répliquée 3 fois. Vous ne payez pas pour cette réplication 3 fois. Vous ne payez qu'une fois. Par contre, nous, on réplique 3 fois automatiquement. Vous pouvez même mettre des mécanismes de géoréplication. Plusieurs niveaux de support. Et évidemment, le paiement à l'usage. C'était important de faire juste ce point-là, puisqu'après, on va parler des scénarios. Et évidemment, pour un scénario de cloud hybride, il faut forcément aussi avoir un partenaire dans le cloud public. Ça ne saurait se faire sans des choses assez importantes. Évidemment, c'est le réseau. Si vous n'avez pas cette sécurité réseau, déjà, ça va être difficile de rentrer dans une logique de cloud hybride. Donc là, on a sorti Windows Azure Virtual Network ou réseau virtuel qui s'interface avec la plupart des périphériques VPN du marché, que ce soit chez Juniper, chez Cisco, chez Checkpoint, et qui va pouvoir étendre votre réseau du système d'information aux ressources que vous avez créées dans Windows Azure, et ainsi pouvoir gérer la sécurité des accès. De la même manière, sur Windows Azure Active Directory, vous allez pouvoir mettre en place des SSO, un SSO entre les applications qui vont être dans le cloud, les ressources qui vont être dans le cloud et votre Active Directory en local. La partie accès, la partie réseau sont deux barrières fondamentales qui peuvent être levées grâce à ces fonctionnalités-là. Que ce soit chez Microsoft ou autre, il faut regarder ces fonctionnalités-là. C'est extrêmement important, notamment la partie de gestion des accès. Donc ça veut dire quoi ça, Julien? Ça veut dire qu'avec ces deux composants, là, la partie VPN et puis la partie Active Directory, en fait, je peux avoir une bulle dans Azure qui est pas du tout connectée sur Internet, qui est entièrement privative. Exactement. C'est votre Virtual Private Cloud. Voilà. Donc en fait, on est vraiment dans une logique, et encore une fois, c'est parce qu'on vient du monde du on-premise, on vient du monde à demeure, où en fait, on ne veut pas que le cloud public soit une excroissance de votre système d'information, une sorte de cloud voyou, mais bel et bien une extension de votre système d'information, que vous maîtrisez. Et ça, c'est vraiment le point clé, en tout cas dans notre logique. Tout en profitant évidemment des avantages d'agilité, de coût et de focus. Donc là, 3 scénarios. On va les délivrer les uns après les autres, et puis évidemment, on sera ouvert après aux questions-réponses. Le stockage, c'est mon favori. Environnement de développement et de test,
et débordement dans un scénario de high performance computing. Sur le stockage, je ne vais pas poser la question combien vous dépensez par tranche, enfin, ça va prendre trop de temps mais, en stockage, mais en gros, vous posez tous des questions de stockage. On se pose tous des questions de stockage. On a une maladie, c'est qu'on ne veut plus rien jeter. Et on a bien raison, et en même temps, on ne veut rien perdre. Donc forcément, on se pose des contraintes, on se dit, mais est-ce que mes stratégies sont les bonnes? Est-ce que même mes données ont la même valeur? Est-ce que je dois payer le coût du giga, le même montant pour toutes les données? Moi, j'en suis pas sûr. C'est sûr. Enfin, là-dessus, je suis assez catégorique. Est-ce que notre modèle d'architecture, notre modèle de sauvegarde permet réellement d'avoir un plan de reprise d'activité efficace? Et derrière, forcément, ça vous génère un grand nombre de projets. Remplacement de NAS et de bandes, du stockage. Qu'est-ce que je fais de mes données SharePoint, de mes données Exchange? Comment je gère du stockage du niveau 2, niveau 3 et autres? Et là, ça sert aussi à ça, les Tech Days. On va partager avec vous en fait quelque chose dont on a assez peu communiqué en France. C'est toutes ces solutions de stockage hybrides. En gros, vous avez votre entreprise, et là, il y a le nuage. Dans Windows Azure, le stockage, ça s'appelle le blob storage. Et en gros, que vous ayez une application, je l'ai cité tout à l'heure avec le guide.com, ils vont stocker directement leur image, mais on va dire que leur application reste bien chez eux. On va également avoir un certain nombre d'acteurs, tels que Commvault, tels que Vim, qui a fait son annonce il y a 2 jours, eVault, ou alors même Osiatis, avec une nouvelle solution Online File Server, qui permet de partager des fichiers, du stockage, des sauvegardes de machines virtuelles, de postes de travail, et d'exporter ça directement dans Windows Azure. Pourquoi? Parce que dans Windows Azure, le coût du giga est à peu près de 6 cents par mois, répliqué 3 fois. Là, on comprend assez rapidement l'intérêt de ce type de solution. De la même manière, nous aussi, Microsoft, on n'est pas en reste. Avec DPM, dans System Center 2012, maintenant, on nous propose cette upload, cette sauvegarde dans Windows Azure. Et avec Windows Server 2012 Online Backup, c'est une nouvelle fonctionnalité de Windows Server 2012 qui vous permet de profiter, on va dire, du stockage dans Azure. Et enfin, et c'est ça la nouveauté, c'est Store Simple. Qui connaît Store Simple? Je fais des petits sondages comme ça. Merci. Donc, sur Store Simple, en fait, c'est un rachat d'une petite société assez extraordinaire. Ils fabriquent en fait du SAN dans les nuages, avec une combinaison d'appliances en local. Et oui, Microsoft est dans une logique device plus services, donc on fait aussi des devices dans le monde du serveur. Et là aussi, on va pouvoir aller vers le nuage. Je propose que Stéphane passe un petit peu de temps sur cette partie-là, parce que c'est vraiment une révolution. Nous, on a un accueil qui est assez dingue de la part des clients et des partenaires. Donc, on souhaite passer quelques minutes dessus. On va rester juste sur le slide 1 minute de plus pour vous parler un peu de ces problématiques de stockage que vous connaissez sans doute mieux que moi. Vous savez que le stockage, d'abord on le connaît chez soi, on a tous des disques durs, voire même des petits serveurs réseau pour sauvegarder nos données. On arrive à faire un peu de copie en local et vous savez que ça coûte un peu d'argent. Dans le monde de l'entreprise, ça coûte beaucoup plus d'argent. Les baies de stockage coûtent excessivement cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut apporter énormément de redondance dans ces baies de stockage, de la performance aussi pour les applications. Il faut dupliquer les données plein de fois. Cette problématique d'accès aux données en ligne n'est pas la seule de la gestion de la vie du stockage. Il faut prévoir des snapshots réguliers, il faut faire de la sauvegarde, éventuellement de la restauration lorsqu'on a des problèmes sur ces sauvegardes. Tout ça, c'est un processus qu'il faut gérer. Et ce n'est pas la fin de ce processus de gestion des sauvegardes. Une fois que j'ai fait cette sauvegarde, souvent pour qu'elle soit rapide, je vais la sauvegarder sur disque. Donc j'ai une bête disque qui est faite pour ça, pour mes sauvegardes en ligne. Ça suffit sans doute pas. Il faut prévoir des cas de désastre complets où mon data center va être entièrement détruit. Et on fait en général de l'export sur des bandes. Donc il faut sortir ces sauvegardes sur des bandes et puis commander un camion, aller mettre toutes ces données, toutes ces bandes régulièrement au coffre. Dans l'espoir que ces données soient réinstallables sur le data center en cas de désastre. Vous imaginez bien aussi que dans ce cas de désastre,
le rapatriement des données ne va pas se faire en quelques minutes. Il va falloir retourner à la banque, récupérer les bandes, ramener les bandes et réinstaller toutes ces bandes sur le data center. L'idée en fait de StoreSimple, donc comme le disait Julien, StoreSimple c'est un partenaire de Microsoft déjà depuis quelques années. L'idée elle est extrêmement simple, c'est de dire d'un côté j'ai ces baies de stockage ultra performantes dont j'ai quand même l'intérêt d'avoir chez moi puisque j'ai besoin de performances extrêmes pour mes bases de données, j'ai besoin de performances extrêmement importantes aussi pour mes environnements virtualisés. Par contre, peut-être que pour tout ce qui est stockage classique, serveur NAS ou mes sauvegardes restauration, je n'ai pas besoin d'autant de performance que ça. Parce que comme vous devez le savoir, ou en tout cas vous en doutez, lorsqu'on stocke des données sur un serveur de fichiers, même sur son propre disque de PC, on n'utilise pas toutes les données qu'on stocke. Moi, le premier, dès qu'une présentation m'intéresse, je vais aller la stocker sur mon disque dans l'espoir de m'en servir. Et puis finalement, 2-3 ans après, je m'en suis jamais servi. En fait, pour vous donner juste un chiffre, on a à peu près 80-85% des données qui sont stockées sur nos disques qui servent jamais, jamais plus. Et il n'y a que 15%, 15 à 20% des données qui sont réellement actives dont on se sert tous les jours. Donc l'idée en fait de StoreSimple, c'est de pouvoir utiliser à la fois une sorte de cache locale pour avoir de la performance, et puis d'utiliser des gros espaces de stockage qui sont sur le cloud et qui ont un avantage extrême, c'est ce que disait Julien, c'est que c'est pas cher du tout. 5-6 centimes d'euros du gigaoctet par mois, c'est quasiment rien. Et pour ce tarif-là, sur Azure, on a de la géoréplication. C'est-à-dire que si vous vous souvenez la carte du monde là, avec les différents data centers, nos data centers fonctionnent par couple. Si on prend les deux data centers européens, donc Amsterdam et Dublin, eh bien, ils cèdent l'un l'autre, on va dire. Chaque fois que je stocke mon gigaoctet sur Dublin, par exemple, si je prends Dublin, Dublin va faire 3 copies de mon gigaoctet à différents endroits du data center parce que oui, les disques tombent en panne, l'infrastructure technique ça tombe en panne, un disque ça tombe en panne à un moment ou à un autre, donc il faut prévoir en fait cette panne. Et les infrastructures de Microsoft sur les data centers Azure, sur les autres solutions d'ailleurs, prévoient cette panne de manière à être résilient à cette panne. Ça suffit pas, on a des clients qui nous ont demandé il y a 2 ans quand on a commencé la production de faire plus que ça. C'est-à-dire que si jamais Dublin est entièrement détruit, il faut quand même que les données soient sauvegardées. Donc on a activé ça fait maintenant presque 1 an et demi, la réplication automatique sur l'autre data center de la région. Dublin et Amsterdam travaillent ensemble et tous mes gigaoctets sont aussi recopiés sur Amsterdam pour des fins de disaster recovery. Donc sachant que sur ce point-là, on peut très bien choisir de désactiver cette notion de géoréplication et à ce moment-là, le coût du giga est encore moins élevé. Effectivement, ouais, si 5 centimes d'euros du gigaoctet par mois est encore trop, en fait, on peut désactiver cette partie géoréplication pour les données dont on n'a pas besoin de géoréplication. Et à ce moment-là, on travaille sur un seul data center. Donc voilà, StoreSimple, c'est la boîte que vous voyez là. Il y en a plusieurs modèles. Ici, vous en voyez un des modèles qui est présenté sur cette photo. Et globalement, ce que va faire StoreSimple, c'est simuler une BSAN. Simuler une BSAN avec beaucoup d'espace disponible pour les serveurs. Donc ça remplace, en fait, ça se met à la place d'une baie de SAN classique pour les applications. Pour les applications, c'est quasiment transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, il suffit juste de dérouter les LUN SAN qu'on avait avant sur une baie classique sur cette boîte qui simule cette baie. Et en fait, l'appliance StoreSimple va présenter au serveur beaucoup plus d'espace qu'elle en a en local. Je vais vous faire une démonstration, parce qu'une session TechDev sans démonstration, ce n'est pas une session TechDev. Je vais vous faire une démonstration à partir de notre boîtier StoreSimple qu'on a au data center MTC du bâtiment Microsoft. C'est un boîtier qui a 4 téraoctets de stockage en local utile. Vous verrez après ce qu'on peut réaliser lors de la démonstration. Donc en gros, tu es en train de nous dire que ça va mettre les données chaudes sur tel type de stockage pour pouvoir avoir un accès extrêmement rapide, les données un peu moins chaudes sur tel type d'infrastructure, et les données froides
Exactement, moins oui, c'est ce cher. qu'on voit sur le côté gauche ici du slide. Comme j'ai que 4 teraoctets de stockage en local, je vais utiliser les espaces de stockage Azure pour présenter beaucoup plus d'espace. Et on a toute une algorithmie dans ce boîtier en fait, qui nous permet en gros de scorer les données. Rappelez-vous que 80% de mes données, finalement, je n'y accède pas. Donc, ce que va faire en fait l'appliance, c'est utiliser différents tiers en fait de disques, des disques extrêmement rapides, du SSD, dont on a une partie sur l'appliance. Une autre partie de disque, c'est du disque SAS classique. Donc un peu moins rapide, mais toujours en local sur l'appliance. Et puis la baie de stockage, l'appliance est connectée sur Azure pour pouvoir accéder aux gros espaces de stockage Azure. Là, on parle en centaines de teraoctets disponibles en ligne. Tu disais 2 Tera. L'appliance, elle peut être que 2, 4 Tera? En fait, on a 4 modèles d'appliance. On a un petit modèle qui fait 2 teraoctets de stockage local, y compris les disques SSD. On a un deuxième modèle qui est celui qui est installé chez nous là, pour la démonstration, qui fait 4 teraoctets de stockage. On a un troisième modèle 10 Tera et un quatrième qui est le haut de gamme avec 20 teraoctets de stockage. Okay. Tout ça est entièrement répliqué en fait. L'appliance est totalement redondante. Il faut imaginer deux alimentations, 2 cartes réseau en hot plug, des tas de disques répliqués. Pour l'appliance de 20 teraoctets, on embarque plus de 80 Tera de disques en local sur le boîtier. Donc vous stockez des informations sur l'appliance. Les données sont stockées directement sur les SSD et l'appliance va faire une sorte de déduplication des données, un découpage en blocs de vos données, de la déduplication, de l'encryption, et scorer, c'est exactement ce que tu disais, scorer les données. C'est-à-dire que les données que vous utilisez beaucoup, l'appliance va les maintenir sur ces disques SSD pour pouvoir vous les fournir avec une rapidité, une performance très importante. Les données qui sont un peu moins utilisées vont basculer sur les disques SAS, donc un peu plus d'espace, un peu moins rapide. Et puis tout ce que vous n'utilisez pas, de toute façon comme on ne s'en sert pas, c'est pas la peine de les garder sur la boîte. Tout ça est transféré sur Azure avec un tout petit peu plus on va dire un peu plus loin, donc ça va être un peu plus long pour les récupérer. On va passer, on va dire, d'un temps d'accès de quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes, à un temps d'accès de 200, 300 millisecondes pour récupérer ces données. Mais en fait, ces données, moi en tant qu'utilisateur ou mon serveur, je vais toujours les voir en fait sur mes espaces de disque. On veut voir une démo là. On va voir une démo. Juste avant de commencer la démonstration, vous dire que la fonction de serveur NAS n'est pas la seule qui est implémentée dans le boîtier StoreSimple. On implémente aussi toutes les fonctionnalités de gestion de sauvegarde, de snapshot, de restauration. Et on s'appuie sur les espaces Azure pour stocker ces sauvegardes. Donc plus besoin de bande, plus besoin de stockage à l'extérieur puisque vous l'avez déjà d'implémenter dans la boîte. Voilà, je me suis connecté sur l'une de nos machines virtuelles qui est sur le data center de Microsoft dans notre bâtiment à Issy-les-Moulineaux. Et je vais me connecter sur mon boîtier StoreSimple. Une configuration qui est par défaut extrêmement simple. C'est un appliance simplifié pour ce qui est de l'administration. C'est quelques informations à entrer dans l'appliance de manière à avoir un appliance pleinement fonctionnel, quelque chose comme 30-45 minutes de configuration pour avoir mon appliance en ligne. Donc je vous l'avais dit, ici 4 teraoctets de stockage utile sur mon appliance. Je vais vous montrer les volumes qui sont déjà présents sur mon appliance. Et on va créer un nouveau LUN de manière à pouvoir avoir un peu d'espace pour le serveur qui se trouve ici. Donc mon serveur il est là. Ici j'ai pas beaucoup de disques en fait sur ce serveur là, j'ai juste mon disque local et puis un premier volume. Et donc ici on a un volume qui a déjà été créé sur l'appliance, il fait 1 teraoctet en fait de stockage. Je vais en créer un nouveau pour mon serveur ici à côté. Donc je sais pas Julien, quelle est ton idée d'un volume classique en fait de stockage en termes d'espace, ce qu'on peut mettre sur un LUN 2-3 Tera 2-3 teraoctets. On va essayer de faire un peu plus. Donc ici j'ai la fenêtre de configuration d'un nouveau volume. Donc je vais lui donner un nom, c'est important.
Voilà, celui-là m'intéresse, hein. Vous voyez, il y a plusieurs types de volumes, hein, suivant mes besoins. Je peux faire du file server ou utiliser des types de volumes spécifiques pour faire de la base de données ou du serveur SharePoint. Ou alors, je peux même aussi y déposer des machines virtuelles. Donc, tous ces types de données me configurent en fait les algorithmes de compression et de scoring de l'appliance de manière à ce que j'ai des performances qui soient les plus importantes. Si par exemple, je veux faire juste de l'archivage, hein, pour stocker des backups, à ce moment-là, l'appliance va systématiquement tout stocker sur Azure. Là, ici, c'est du serveur de fichiers, donc je vais choisir File Server. Ok. Je vais désactiver le snapshot. Donc ici, on a la taille en fait du LUN que je vais créer. Ça se compte en gigaoctets. Donc tu disais 2 téraoctets. Donc 2 téraoctets, ça fait 2000 gigaoctets. On peut faire plus, je pense, hein. J'ai 4 téras sur mon appliance. Donc on va dire peut-être que 10 téraoctets. Donc ça fait 100 téraoctets. C'est pas mal, hein. Ça va me laisser de la place en fait sur mon appliance. On va partir sur 100 téras. Je vais sélectionner un élément de sécurité de manière à être certain que uniquement mes serveurs sélectionnés puissent accéder à mon LUN. Voilà, il est prêt. Le LUN a été créé sur l'appliance. On voit ici qu'il est un peu gros. Il fait 100 téraoctets. Bien évidemment, hein, l'appliance ne dispose pas de ces 100 téraoctets. Mais le serveur va voir vraiment les 100 téraoctets. Comment on arrive à avoir ces 100 téraoctets, hein? À nouveau, Azure est derrière, hein, et on a des centaines et des centaines de téraoctets disponibles sur le data center. Donc l'appliance a largement de quoi se servir de tout cet espace. Tout à l'heure, on parlait parce qu'un des avantages, on le voit, c'est l'agilité. Parce qu'en gros, tu vas pouvoir considérer ça comme une extension réellement de ton stockage. Oui. Est-ce que au niveau du prix, parce que souvent on se pose des questions en se disant ok, on a vu qu'il y avait une notion d'agilité. Oui. Maintenant, au niveau des coûts, ça me paraît aussi important de pouvoir effectivement parler de ces éléments-là. Absolument, ouais, on va en parler dans une minute, mais je voudrais quand même terminer ma démo. J'en ai pour 5 secondes. Voilà, juste retourner sur mon serveur. Hein, vous voyez qu'on fonctionne avec un protocole classique, hein, des baies SAN, c'est-à-dire on utilise ISCSI pour se connecter sur les serveurs. Mon serveur était déjà connecté ici sur ma baie. Et on voit arriver ici mon nouveau LUN disponible pour l'operating system qui fait 100 téraoctets. Donc je ne vais pas formater en fait ce LUN dès maintenant parce que ça va prendre un peu de temps à formater. Je ne vous conseille pas non plus de créer des LUN aussi grosses que ça. Parce que vous savez, ce n'est pas trop le problème de StoreSimple, mais les operating systems parfois ont un peu de difficulté pour gérer des LUN aussi gros que ça. Donc il faut bien faire attention en fonction de votre operating system, de vérifier la taille maximale des LUN qui sont créés. On va revenir sur la présentation pour parler un peu des tarifs. Merci Stéphane. Je t'en prie. Donc, en fait, là sur StoreSimple, très clairement, on veut vraiment être dans une logique cloud hybride. Le cloud hybride et le cloud public n'a de sens que s'il est économiquement meilleur que ce que vous pouvez trouver en local. Si on regarde la partie StoreSimple, alors là, ça fait un peu réclame, mais c'est quand même un point important. Peu importe le truc, mais ce qui est important, c'est de se dire mon giga-octet répliqué 3 fois, géoredondé, me coûte 5 cents. 5 cents par mois. C'est ça la nouvelle norme. Si vous payez plus que ça votre giga, vous payez trop cher. Et derrière, nous, on fournit des appliances. Sur les appliances, on est extrêmement évidemment agressif parce que globalement, on sait qu'il y a la demande et on a envie de drainer cette demande-là. Et on a 2 modèles d'appliances. En gros, là, pour jouer pour 40 000 €, on a 62 Tera dans Azure et une appliance avec 4 Tera de stockage. C'est ça, oui. Et derrière, on a parfois des demandes un peu plus importantes, donc qui vont jusqu'à 125 Tera, mais après, on peut rajouter des Tera autant qu'on veut. Ah, sur Azure, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de On a téraoctets. quelques clients avec des pétas, donc... Donc on a encore de la place, on y travaille en tout cas. Donc ça c'est vraiment le scénario clé au niveau hybride. Pour ne pas bousculer son IT, pour tirer profit à la fois évidemment de ce que vous avez en local, en complément de vos baies, et puis évidemment en tirant profit du cloud public. Maintenant l'autre scénario c'était la partie plan de reprise d'activité, parce que de la même manière on peut faire on va dire un plan de reprise d'activité avec la partie infrastructure as a service. En tout cas on peut le mettre en place maintenant qu'on a l'infrastructure as a service sur la partie Windows et sur la partie Linux. Là, on a déjà, nous, des acteurs qui sont sur un data center, mettons à Dublin, avec leurs applications, et ils ont recréé exactement la même infrastructure à Amsterdam. Le jour où ça tombe, ils peuvent reprendre, on va dire très rapidement, leur activité sur l'autre data center
Alors, il y en a qui sont directement à chaud en live, donc là par contre le coût est multiplié par 2, mais peuvent très bien préconfigurer leur infrastructure, avoir juste quelques machines qui tournent et pouvoir reprendre néanmoins extrêmement rapidement sur l'autre machine. Donc en gros, les avantages sur la partie stockage, c'est avant tout les économies. Évidemment, sur la partie Store Simple, on pourrait rajouter quand même la partie agilité, mais c'est avant tout une histoire d'économie. Là, j'ai mis un exemple avec 1 Tera, mais 1 Tera, c'est 60 € par mois. Redondé 3 fois, on a prévu les coûts de transaction, on a prévu du download de données, parce qu'en fait, vous ne payez pas l'upload. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour mettre la donnée vers le data center. Donc en gros, c'est parfait pour des scénarios de backup, parfait pour des scénarios de plan d'emprise d'activité et autres. Vous avez la bande passante descendante par contre qui est payante, mais en général on ne va pas descendre tout ce qu'on met chaque mois. Pour le PRA, vous payez que les ressources dont vous avez besoin. Alors évidemment il y aura toujours quelques machines à tourner, mais en gros c'est la fin des investissements matériels, la fin des licences, et oui la fin des licences Microsoft aussi, la fin du mètre carré électricité, c'est aussi un point important. Maintenant si on s'intéresse à l'autre scénario qui est les problématiques dev test, c'est un scénario que je crois que tu rencontres souvent. Assez régulièrement, ouais, effectivement. Là aussi, je sais pas, il y a des responsables du bureau d'études dans cette salle. Je ne sais pas combien de temps vous mettez pour avoir vos machines virtuelles, mais parfois ça peut mettre... c'est assez variable, on va dire. Donc ça va assez rapidement. Vous avez de la chance, alors restez où vous êtes. Hein. Mais c'est vrai qu'on a... Parfois c'est très très variable. On entend souvent pour avoir une machine, ça va de quelques heures, quelques jours. Moi j'ai rencontré dans notre société quelques semaines pour pouvoir fournir effectivement des environnements de développement. Donc là, on se pose des mêmes questions. Comment on peut garantir le même niveau de service auprès des équipes? Est-ce que je dois même polluer mon data center, entre guillemets, privé, qui me coûte assez cher en maintenance, avec juste des machines pour faire du dev test? Ça, par contre, ça peut être une question, même si on a un cloud privé qu'on peut se poser. Est-ce que je dois contribuer, on va dire, à remplir mon data center avec des choses qui ne sont pas critiques réellement pour l'entreprise? Donc là, on va maintenant, avec la partie infrastructure as a service de Windows Azure, depuis le portail de gestion ou depuis System Center 2012 SP1, directement pouvoir provisionner des machines virtuelles Windows Azure et les mettre à disposition des développeurs qui vont le plus simplement du monde, enfin classiquement on va dire, utiliser les machines virtuelles. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne fait pas que du Windows. Évidemment on fait du Windows. C'est marqué sur notre front, donc pas tellement besoin de le dire, mais on fait également du Linux. Et il y a une super initiative VM Depot qui est arrivée il y a quelques semaines, qui est directement disponible depuis le portail Azure, qui va vous permettre de packager, on va dire, tout type de machines virtuelles. Je sais qu'il y avait pas mal de demandes sur Debian. C'est maintenant quelque chose qui est résolu. Ouais, VM Depot, c'est un gigantesque catalogue d'images en fait, préconfigurées, et c'est que de l'open source. Il n'y a pas du tout de Windows dans cette partie-là. C'est tous les frameworks de développement, les bases de données, tout ce qui concerne l'open source sur de la base Linux qui est disponible dans cet environnement d'images. Sachant que là, pour ces 4 distributions, là c'est vraiment avec du support. C'est-à-dire que quand vous les déployez dans Azure, vous avez le vrai support Microsoft pour pouvoir, on a des partenariats, hein, mais pour pouvoir répondre aux différentes questions. Ouais, sur ces scénarios de dev et test, on a énormément de demandes. Vous l'avez vu, il y a une image Windows Server 2012 sur Azure. Et donc, depuis la mise à disposition de cette image, on a beaucoup de nos clients qui font des tests sur Windows Server 2012 pour pouvoir commencer à valider leurs infrastructures et leurs applications sur Windows Server 2012, puisque les tarifs des licences Windows sont intégrés dans le prix de la VM. On n'a pas besoin d'acheter de licence Windows Server pour pouvoir commencer ces tests, ni de cal non plus. Les autres types de dev et tests qu'on rencontre assez souvent, c'est SharePoint. SharePoint, c'est un cas particulier. Vous savez qu'il faut avoir un serveur SharePoint pour commencer à tester en vrai les applications. Ça demande une machine en local chez soi assez costaud pour faire tourner des VM. Donc ça vous amène à avoir des postes de développement assez imposants. Là, on a la possibilité avec Azure d'avoir des gros serveurs dans un environnement très proche de la production à des coûts qui sont extrêmement faibles. Et donc, on a beaucoup de nos utilisateurs SharePoint qui déploient en fait des environnements de test SharePoint et de développement sur cette partie-là. Et il y a un autre cas d'usage en fait assez proche du test et développement, qui est la formation. C'est-à-dire que pour faire de la formation, tu l'avais. C'est un peu ce cas-là. Effectivement, c'est des besoins ponctuels de machines virtuelles. On ne parle pas forcément de mise en production d'immenses applications, etc. Là, on parle encore une fois d'approche hybride. Donc, on teste l'eau du bain avant d'entrer dedans. Là, de la même manière, on va pouvoir, là par contre, être dans une logique aussi de virtual network, parce que là, on va quand même être sur, pour pouvoir garantir, on va dire, l'intégrité des
des ressources IT qui vont être en contact avec l'entreprise, la partie Active Directory. Et puis là, de la même manière, depuis le portail de gestion Windows Azure, ou depuis System Center, ou depuis du script, on va pouvoir créer des machines virtuelles, et puis évidemment les développeurs et autres, ou même pour la formation, c'est vrai qu'on a pas mal de cas de ce type-là, mettre à disposition très rapidement ces machines-là, les éteindre et ne plus payer. C'est un cas qu'on a encore rencontré il y a un mois avec l'un de nos clients qui voulait faire des formations sur Dynamics AX. Donc c'est pareil, Dynamics AX, on ne peut pas installer ça sur un petit PC portable avec des bonnes performances. Et pourtant, ils avaient des formations à faire. Et donc on monte des salles de formation Dynamics AX avec chacun son serveur Dynamics AX sur Azure. Avec le VPN, on connecte le réseau interne du client sur son environnement Azure. Donc là, il n'y a pas de notion de passage par Internet ou quoi que ce soit. On traverse le VPN en toute sécurité. On peut authentifier les utilisateurs grâce à un Active Directory local sur ces machines-là. Et une fois que la formation est terminée, on arrête tout, on supprime les machines et on ne paye plus. C'est vraiment le principe du cloud. Le lendemain matin, on recommence et ça prend quelques minutes pour avoir le oui, parce que ces images de Dynamics AX, elles sont toujours présentes sur Azure. Et il me faut quelques minutes pour les recréer. Donc ma salle est prête en 10 minutes. Et c'est effectivement, en termes d'avantages, c'est cette notion d'agilité. Moins de 5 minutes pour avoir 10, 100 VM. Nous, on a un acteur qui fait du test de montée en charge sur Azure. Il avait un grand événement public pour un lancement produit. Il devait simuler 35 000 visiteurs simultanés en fait, qui attaquaient la plateforme. Il a utilisé 3500 cœurs Azure. Ils sont venus en 12-13 minutes. Il a eu les 3500 cœurs. Mais ouais, 45 minutes, il a tout coupé. Même les formateurs se plaignent parce qu'ils n'ont plus le temps d'aller prendre leur café avant le début de la formation. Ils sont obligés d'être là. Du café. Donc, et encore une fois, l'expérience est identique. On reste dans la même expérience. Ça, c'est vraiment le point clé. C'est que, à la limite, la personne ne sait pas où ça se trouve. On a vu les scénarios. L'autre point clé, c'est évidemment les coûts. Donc, vous payez à l'usage, à l'heure d'exécution de la machine virtuelle. On a 5 types de machines, 5 tailles de machines, donc qui vont du shared core jusqu'à 8 cœurs et puis 14 gigas de RAM. Et puis après, la première, elle commence à un peu moins de 10 euros. Alors j'ai mis à partir de 10 euros, mais licence Windows incluse et CAL incluse. Vous n'avez plus de licence Windows ou CAL à payer. Et le point clé, c'est si vous êtes en accord entreprise, si vous avez la software assurance, vous pouvez même prendre vos licences de software assurance et les utiliser dans le cloud Windows Azure. Vous n'avez pas de supplément à payer, vous payez juste l'exécution de la machine, vous n'avez pas de supplément à payer pour le SQL, ou justement pour le SharePoint que tu mentionnais tout à l'heure, et autres. Donc là, ça fait vraiment, on va dire, la possibilité d'étendre son système d'information lorsque le cloud privé est rempli, ou lorsqu'on a des besoins un peu plus ponctuels, de pouvoir utiliser ces ressources-là. Problématique de puissance, justement. Donc là, on rencontre, alors c'est des cas parfois un petit peu atypiques, mais qui tendent à croître de manière forte avec l'arrivée et surtout le buzz qu'il y a autour du big data. Donc beaucoup s'interrogent sur qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, les métiers reviennent vers les directions techniques pour dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Et en général, des fois, ça demande pas mal de puissance. Donc là, on peut logiquement s'interroger sur pas mal de choses. Déjà, est-ce que j'ai assez de puissance? Déjà, est-ce que cet investissement va être pérenne pour demain? Est-ce que ces machines, je vais en avoir besoin 24/7? Est-ce que j'ai les bonnes configs? Bref, ça pose un certain nombre d'enjeux. Et là, on va prendre le scénario HPC Server, on va prendre le scénario Hadoop dans un instant. Mais là, de la même manière, en fait, on va avoir ces HPC Server à la maison et on va juste pouvoir demander de la puissance sur Windows Azure, notamment avec la nouvelle version, enfin le SP1 SP2 de HPC Server. On va pouvoir aller chercher cette puissance, non pas en interne, mais bel et bien directement dans le cloud pour pouvoir faire les jobs et puis fournir directement l'accès aux utilisateurs. Je ne sais pas si tu veux... Oui, on peut parler d'un de nos utilisateurs. Je vais le mettre là alors. Tu l'as là? Je l'ai juste après. Voilà. Ouais, c'est la division bancaire de Mitsubishi. Ça fait déjà un bon moment qu'on travaille avec eux. Ils avaient une problématique, ils sont localisés à Londres. Et ils avaient un data center. Vous savez, les banques doivent faire des calculs très réguliers, toutes les semaines, tous les mois, ne serait-ce que pour être conformes avec des réglementations comme BAL. Donc c'est le cas de Mitsubishi comme de toutes les autres banques. Et en fait, leur problématique, quand ils sont venus nous voir, c'était que leur data center à Londres était plein. Et donc ils avaient un choix
à faire. Soit ils investissaient lourdement dans une nouvelle salle, des nouvelles machines, soit ils allaient vers le cloud. Donc avec une problématique que vous avez tous, c'est la confidentialité des informations. Est-ce que les infrastructures vont être suffisamment importantes? Est-ce que je vais avoir des temps de réponse suffisants? Donc, on a fait des tests avec eux en fait, hein. Et donc toutes les semaines, ils exportent toutes les données anonymisées de leur environnement bancaire sur Azure, sur quelques milliers de machines qui sont générées à la volée. Les calculs de balles sont faits de manière à être conforme avec la législation. Les résultats sont renvoyés vers Mitsubishi, les données supprimées et les machines arrêtées en fait, arrêtées et supprimées. Ça prend quelques heures pour les calculs et ça leur coûte beaucoup moins cher qu'un investissement complet sur une nouvelle salle informatique. Et de la même manière, on a des acteurs tels que Milliman ou Rismetrix qui sont plutôt dans le monde de l'actuariat. Là aussi, où il y a des besoins en ressources extrêmement importants qui sont à 100% sur Azure. Donc eux, ils sont dans une logique plutôt d'éditeur logiciel et ils mettent au service des entreprises leur logiciel. Milliman, c'est le premier en indépendant sur ce marché-là. Donc là, on est vraiment dans des logiques justement d'hybrid cloud parce que Mitsubishi n'a pas tout mis dans Azure. Hein, ils gardent bien beaucoup de choses chez eux, mais ils font appel à Azure justement pour ses besoins de puissance ponctuelle. Et de la même manière, on a pu parler d'exemples tels que Pixar et autres, qui vont justement aller chercher ces ressources là où elles sont et là où ça coûte pas cher. Parce qu'au final, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais, et dans tous ces cas, il faut vraiment insister sur cette partie confidentialité des informations. Oui. On fait avec Azure énormément de travail sur cette partie. Vous expliquer toute la partie sécurité, la confidentialité des informations. Sur la solution comme StoreSimple qu'on voyait tout à l'heure, quoi qu'il arrive, le boîtier encrypte toutes les données avant de les stocker sur Azure. Nous, sur les data centers, on a des normalisations. Tout à l'heure, tu parlais d'un norme ISO 27001 qui est très lourde en fait. D'un point de vue audit, on prend un audit sur tous nos data centers tous les ans pour être conforme à cette norme-là. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Il s'agit vraiment de tester la sécurité à la fois logique, physique, les accès au data center, la manière dont on va autoriser des accès de nos sous-traitants. De la même manière pour le UCF Arbor ou le Model Close. D'ailleurs, il y a un excellent site que je vous conseille. Et je ne le conseille pas juste pour Microsoft, mais quand vous allez voir un prestataire ou autre, demandez l'intégralité de ces informations-là. Sur Windows Azure, on a le Trust Center. C'est assez simple, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche Trust Center. Vous allez avoir toutes les informations concernant la confidentialité, la sécurité et les normes autour des ressources Windows Azure, aussi bien, comme tu l'as dit, sur les différents services, parce que pour chaque service, il faut évidemment respecter les normes de l'audit, mais également d'un point de vue purement data center. Et là aussi, pour plus d'informations, autre site web, c'est Global Foundation Services. Donc en fait, c'est l'entité chez Microsoft, c'est une entité de 3000 personnes qui gère les data, crée et opère les data centers de Microsoft. Donc c'est vraiment une entité à part, ils ont un site web eux aussi, et où ils donnent toutes les informations, mais également, pas seulement au niveau légal ou autre, et au niveau de sécurité, mais également sur la partie énergétique, sur toute cette partie-là. Le temps passe, donc, mais sur le mode Hadoop, c'était juste après la même chose. On a sorti il y a quelques temps une preview de Hadoop sur Windows Server. Maintenant, on a effectivement Hadoop sur Windows Azure, Hadoop sur Windows Server arrive un petit peu plus tard. Mais on peut créer son cluster, ses nœuds directement dans Windows Azure. Et là aussi, on peut gagner en temps de manière assez conséquente. Là, j'ai essayé de synthétiser, on va dire, en quelques mots. Au final, ce sera votre cloud. Ça va être à vous de définir les limites de votre cloud, les limites de ces nuages. De toute façon, vous ne pourrez pas enfermer les nuages dans un bâtiment. Moi, j'y crois pas tellement. Vous ferez forcément appel, on l'a vu tout à l'heure, à d'autres ressources qui sont dans le cloud, SaaS, IaaS, PaaS, en fonction de vos besoins, de vos contraintes techniques et de vos contraintes business. Et après, c'est à vous en fait de faire le chemin pour chacun des workloads, pour chacune des applications, et parfois au sein même des applications qui elles-mêmes vont être hybrides, au sein même de l'application. Et vous allez au final choisir entre vos data centers, et au sein de vos data centers, j'aurais dû mettre ça au pluriel, sur du traditionnel, du virtualisé, du cloud privé. Et sur la partie cloud public, là aussi de la même manière, faire appel à un prestataire SaaS. Il n'y a pas évidemment que Microsoft, on n'est pas sur tous les marchés, donc j'ai mis Independent Software Vendor pour toute la partie éditeur de logiciels qui propose des logiciels as a service, tels que Talentsoft et autres, il y en a plein, qui parfois reposent sur Azure d'ailleurs. La logique plateforme de service, c'est la logique infrastructure as a service.
Parce qu'au final, il y a plein d'autres scénarios. Là, on vous a présenté juste la partie vraiment compute et la partie stockage. Mais dans Windows Azure, comme vous l'avez vu, c'est une boîte à outils de l'IT. Donc vous avez toute la partie, notamment de l'ESB, vous avez la partie média, vous avez la partie CDN, vous avez la partie identité qui est assez utilisée. On a 4,7 milliards d'authentifications sur Windows Azure Active Directory par semaine. 4,7 milliards. Qui utilise Office 365 dans la salle? Vous utilisez Windows Azure Active Directory? Je vous remercie. Donc voilà, donc ça fait partie des choses, évidemment, qui sont éprouvées chez nous, parce que chez nous aussi on les utilise. Et tout ça peut vous servir à mettre en place soit des applications hybrides, soit vraiment avoir une logique d'IT hybride au sein de votre système d'information. J'ai juste mis quelques exemples, je ne pouvais pas, avant de finir, on pourrait revenir sur ces cases, mais la plupart des applications, des ressources et des cas qui tournent sur Windows Azure sont en mode hybride. EasyJet, c'est un superbe exemple de mobilité dans les files d'attente des aéroports. Mr. Good Deal, ils ont la partie front, le middle sur Azure, le reste est chez eux pour la partie facturation. Si on prend Vidéo Future, ils vont avoir une partie du stockage dans Azure, le CUS de la même manière, le guide.com et ainsi de suite. En fait, le monde sera hybride. Parce que globalement, on va de plus en plus faire preuve de connaissance sur les différents enjeux et donc de flexibilité dans la manière de les mettre en œuvre. Donc si on devait conclure, parce que je vois que le temps presse et puis on aimerait bien avoir des questions-réponses, la question n'est pas où. La question est plutôt quel type de cloud pour quel type de workload et avec quel type de partenaire. Quel type de partenaire cloud public, bien évidemment, mais également côté SS2I. Vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Là, il n'y aura pas d'opposition entre les deux. En tout cas, nous, Microsoft, on ne prendra pas l'opposition entre les deux. Le cloud public vous apporte tant d'avantages sur la partie agilité, sur la partie réduction des coûts, sur la partie focus, qu'il ne faut pas s'en priver. Ne vous en privez pas. Ce serait une erreur réellement stratégique, tant sur les IT et les assets différenciants pour votre entreprise, que pour les IT dits de commodité. On a vu la partie storage, la partie dev test, c'est de la commodité pure et dure. C'est de l'électricité. C'est Nicolas Carr qui disait utility computing. On est dans l'utility computing pur et dur lorsqu'on parle de stockage, lorsqu'on parle de compute. On est vraiment dans l'utility computing. Servez-vous-en. Et enfin, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là également pour vous conseiller, pour vous faire part également des discussions qu'on a pu avoir avec d'autres clients, d'autres partenaires, et puis des cas d'usage. Stéphane a bossé sur quand même pas mal de projets entre guillemets hybrides. Parfois, on ne le savait même pas avant vraiment que le terme existe, mais c'est vraiment assez intéressant de voir qu'on a déjà beaucoup de références sur ces domaines-là. Et on fait au Microsoft Technology Center chez Microsoft, et puis avec des partenaires dont les Windows Azure Circle Partners, des sessions dédiées à ces logiques de réflexion sur l'ensemble de l'IT de votre entreprise pour pouvoir vous conseiller, parce qu'encore une fois, il faut se montrer très humble, c'est vous qui vous connaissez votre business, votre historique et vos impératifs techniques, et qui pouvez choisir réellement d'aller mettre telle ou telle ressource sur le cloud public, telle ou telle ressource sur le cloud privé, de manière à pouvoir tirer profit du meilleur des deux mondes. Ouais, là, c'est vraiment des cas d'usage qu'on vous a présentés qui sont simples à mettre en œuvre, avec un ROI très rapide, voire quasi immédiat. Après, on a plein d'autres possibilités. On sait faire ce qu'on appelle du cloud busting, la possibilité d'avoir des clusters qui sont chez vous et qui ont besoin de puissance supplémentaire et qu'on peut aller chercher sur Azure et injecter directement dans les fermes de vos serveurs. Donc ça, c'est à nouveau un cas d'usage d'hybride extrêmement poussé où on va utiliser toutes les technologies de Microsoft, la gamme System Center, la supervision des clusters, le pilotage des load balancers chez vous. Plein d'autres cas d'usage qu'on peut étudier avec vous. Voilà, je pense qu'il faut passer à la session des questions-réponses.